Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison des agro-webinaires du mardi. Et donc, on attaque cette fois-ci par la bioéconomie. Et aujourd'hui, nous allons parler du développement des matériaux de construction à partir des produits agricoles et forestiers. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir donc trois intervenants, comme à l'habitude, enfin la plupart du temps, on va dire. Et donc Bernard Curec, qui est directeur de recherche à l'INRAE et qui travaille au sein de l'UMR phare pour fractionnement des agro-ressources. Philippe Evon, qui est ingénieur de recherche à l'INP Toulouse et qui est le directeur de la halle de transfert technologique Agromat du laboratoire de chimie agro-industrielle. Et Nicolas Canzian, qui est coordonnateur au sein du réseau français de la construction paille. Merci d'être là. Et donc, ils vont intervenir l'un après l'autre. Et comme à l'habitude, ensuite, on aura le temps de questions-réponses. Donc, pour ces questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Je vais demander à Bernard Curec, donc, qui est notre premier intervenant, de nous présenter son intervention. Donc, avec un diaporama que vous retrouverez de toute façon après dans la vidéo replay. Donc, Bernard, vous avez un diaporama que vous pouvez afficher sans vous stresser parce que c'est toujours le problème de la surprise. Et ce diaporama est affiché. Bien, merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bernard Curec, donc directeur de recherche à l'UMR phare. Et sur le sujet tel qu'il m'a été présenté donc par Agrium, je me suis dit bon, ça serait bien de présenter les problèmes de qualité, de gestion de qualité des matières à partir de champs. Donc pour les applications agromatériaux et avec un focus donc sur la partie donc matériaux de construction. Alors, j'espère que ça va changer. Voilà. Donc, un bref rappel sur le chanvre. Donc, le chanvre industriel, c'est une culture. Je vais trop loin. Je reviens parce que je ne suis pas mis sur. Excusez-moi. Voilà. Regardez, c'est mieux comme ça. Le temps de retrouver. Voilà. Donc, c'est une plante qui est cultivée donc principalement en France. La France est le premier producteur européen de chanvre industriel et c'est une plante qui est particulièrement donc étudiée en Champagne-Ardenne et produite également en Champagne-Ardenne pour diverses applications. Alors, pourquoi on peut parler de bioéconomie? Parce que simplement, ça rentre dans un système complexe du champ jusqu'à un produit vraiment en service. Et le chanvre a de multiples usages. Alors, donc ça peut aller des extractibles qu'on trouve dans les fleurs. Il y a également la graine. Et ce qui vous intéresse plutôt aujourd'hui, c'est la chaîne d'hôte qui représente la partie centrale donc de la tige, qui est quasiment la moitié du poids de la plante, et les fibres qui représentent 24% du poids de la plante et qui sont la partie périphérique de la tige et qui est représentée ici. Donc alors, ce qu'il faut garder à l'esprit pour toute cette présentation, c'est le côté valorisation en cascade. Alors, le mot cascade est peut-être un petit peu fort, mais c'est-à-dire qu'à partir de paille qui est récoltée au champ, on va faire un fractionnement donc en fibres et en granulats. Et on a également des restes de poussière. Et il va y avoir différents types de transformations, deuxième transformation, troisième transformation et quatrième transformation. Et vous voyez que les différents marchés visés, ça dépend également du nombre d'étapes de transformation qu'il y a, donc en fait de la complexité technologique qui est appliquée à la transformation de la matière. Donc, pour le bâtiment, dans le granulat, on a une deuxième transformation jusqu'au matériau et en usage. Et par contre, pour la fibre, vous voyez que ça va un peu plus loin, puisqu'on peut aller dans les composites, on peut aller dans les textiles, on peut avoir différents types d'applications où la technologie rentre un peu plus loin. Donc, clairement, c'est l'objet de la présentation ici, c'est qu'on a une grande question de savoir comment on peut gérer la qualité du champ finalement, où à partir d'une même plante, on va avoir des fractions, des opérations technologiques et des produits avec des fonctionnalités différentes. Comment on peut gérer la qualité
de l'ensemble de la chaîne de valeur donc, du champ. Donc, cette équation que j'ai mise ici, c'est comment on peut traiter à la fois le procédé, l'application et les marchés, et comment on peut gérer ça. Alors, pourquoi? Parce que le marché, si par exemple, il y a un marché principal, eh ben, comme les autres coproduits viennent de la même plante, il va falloir trouver un débouché ou gérer différents types de qualité, puisque tout n'est pas forcément au même niveau et de même complexité. Alors, le moyen, en fait, c'est de disposer d'outils de la décision, c'est-à-dire de systèmes relativement simples qui permettent, avec des données, avec de l'expertise scientifique, de l'expertise technique, d'aider à une prise de décision sur une orientation d'une matière vers tel ou tel type d'application. Alors, c'est vrai pour les matériaux de construction, ça va être vrai pour les matériaux composites et ça va être vrai également pour la valorisation donc en fibres, que ce soit des fibres pour le bâtiment ou des fibres pour le textile. Et dans ces opérations-là, il y en a une qui est particulièrement importante, et nous, on a fait le pari dans nos études de considérer c'est le départ de plein de choses, c'est le ruissage. Donc, à savoir que lorsque la plante est cultivée, à maturité, elle est coupée, et on le laisse pourrir pendant un certain temps, entre 4 et 8 semaines, au champ, de manière à ce que, là, je vous ai mis des photos microscopiques, hein, de manière à ce que les micro-organismes dégradent progressivement ce qui lie les fibres entre elles. Et voilà, c'est représenté ici. Et par contre, lorsque c'est une paille au champ, c'est l'ensemble de la tige hein, qui évidemment est de la paille qui est dégradée par les micro-organismes. Donc forcément, ça va impacter cette partie interne qui est justement la chaîne de vote. Et c'est ça qui fait la complexité des choses. On a un type de ruissage qui va se développer d'une certaine manière, mais lorsqu'on va séparer, les qualités de la fibre et les qualités de la chaîne de vote sont liées, mais peuvent être très différentes. Et surtout, ça va être utilisé dans d'autres applications. Alors, l'exemple que je vais donner parce que bon, le temps est limité, c'est celui du béton de chanvre. Vous voyez qu'il y a une deuxième transformation, donc c'est relativement simple, mais la complexité est déjà présente. Donc, je rappelle juste, hein, et les spécialistes m'excuseront de cette présentation très succincte. En fait, on va utiliser donc, la partie centrale de la paille, donc la chaîne d'hôte, donc qui provient très probablement de chanvre rouille. On va le mélanger avec un liant, donc ça peut être de la chaux, ça peut être des types de ciment. Enfin, il y a une chimie et une formulation qui est très particulière justement pour que les interactions entre le liant et la chaîne botte en présence d'eau arrive à un matériau qui remplit les fonctions qu'on attend de lui, donc à savoir de l'isolation thermique, de la régulation donc de transfert d'eau, de l'isolation phonique également, et puis que ça soit surtout que ça s'insère dans un système constructif qui est aussi prévu pour ça. Donc il y a tout un ensemble de règles à appliquer et également des contraintes d'utilisation de ces matériaux-là. Alors pourquoi le rouissage? Pourquoi est-ce que cette étape qui est quand même très en amont, donc au niveau du champ, va impacter toute la suite, y compris ce qui va se passer finalement lors de la mise en œuvre du matériau béton chanvre et de son utilisation? C'est que des études ont montré relativement récemment quand même sur le chanvre que la fraction soluble qui était présente dans la plante allait impacter considérablement sur la prise donc, du liant. Et qu'il y avait une relation qui est montrée ici assez directe entre la vitesse de prise et la qualité de la prise donc, du liant lorsque on avait des concentrations extractives qui étaient relativement importantes et que ces concentrations étaient également dépendantes finalement du degré de rouissage du système. Nous avons montré également il y a déjà une paire d'années avec l'ONTPE, donc dans le cadre d'un projet ANR qui était coordonné par Laura Arnaud. En fait, le même type d'observation qui est illustré ici, c'est-à-dire que là vous avez des particules de chaîne vote. Ici vous avez vraiment une particule entière, et ce que vous voyez autour, c'est une zone qui n'est pas prise dans un liant, qui montre bien que lorsque les molécules diffusent finalement au sein de la matrice, là c'est les pellets que vous voyez ici, hein, et qu'on regarde la vitesse de diffusion, on se rend compte que la concentration des produits diminue évidemment, mais surtout c'est que ça va impacter derrière la vitesse de prise du système. Donc on a bien une relation directe entre ce qui sort de cette matière, et ça dépend donc du degré de rouissage, avec l'apparition de cette auréole. Et donc, cette zone de non-prise est une partie intégrante du matériau. Elle existe, c'est une interface en fait entre la partie complètement prise et la partie végétale. Et probablement, mais c'est une hypothèse, ça contribue également aux propriétés du matériau, mais ça encore à démontrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un impact quand même direct des extractibles sur la prise des liants.
Donc, on s'est dit, bon, considérant ce phénomène, ce principe-là, il faut bien qu'on arrive à trouver un moyen de décider quand il faut récupérer donc ce chanvre au champ jusqu'à arriver à avoir des matériaux qui sont utilisables dans les applications. Donc là, je rappelle juste qu'on peut difficilement distinguer donc ce qui va se passer entre le béton et puis les applications compound et autres, parce que justement, c'est toujours la même plante. Donc, on a mis en place, dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME, avec des collègues de Bretagne et nous, et puis FRD, donc un plan d'expérimentation à échelle 1 au champ, donc avec une récupération donc, dans différentes conditions sur plusieurs années des différents échantillons. Donc, on a une collection de 225 échantillons qui ont été analysés complètement par une chimie à bas débit, donc le chimie humide, thermomécanique, etc., sur les filles en matériaux. Également des techniques haut débit de colorimétrie et de spectroscopie, de manière à pouvoir avoir vraiment une cartographie des constituants des matières et construire une base de données et voir comment, avec des analyses multivariées, on pouvait corréler un comportement, une qualité avec finalement ce qui s'est passé au niveau du rouissage. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous allez être obligé de me croire un peu sur parole, mais vous pouvez revenir vers moi après. C'est qu'en fonction donc, des différents types de méthodes qui ont été utilisées, on a réussi à reclasser quand même à la fois des échantillons, bon, des fibres et des pailles, où les échantillons peuvent être discriminés sur la base de quelques mesures qui sont faites, soit de couleur, soit de composition de chimie, moins de mécanique et également de propriétés physiques. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces éléments-là, on a quelques critères qui sont intéressants. Donc, il y en a qui sont discriminants, donc par exemple la composition des solubles, voilà, qui est assez discriminante, mais ça c'est long à mettre en œuvre. La brillance et la paille, c'est des mesures de couleur finalement. Ça, ça a l'air assez efficace et rapide et on le retrouve bien. On a quelques signaux infrarouges aussi qui sont intéressants, qui sont des signatures chimiques finalement de ce qui est présent dans les pailles et dans les fibres. Et donc, à partir de là, on peut commencer à travailler sur une classification des matières pour voir comment elles les utilisent. Alors, je vous dirais tout de suite, le bémol là pour la présentation, c'est qu'on n'a pas encore les analyses sur la chaîne GOT. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a les échantillons, on a tout et les analyses sont en cours. Et ce qu'on a observé sur les fibres, on pense bien qu'on aura un complément intéressant sur la chaîne GOT, à savoir que lorsqu'il y a des jours de rouissage qui progressent, on voit les évolutions de couleurs et on peut commencer à classer les pailles entre rouille, semi-rouille et rouille complètement. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fonction des mesures et des indicateurs qu'on peut récupérer, il est possible de les orienter vers différents types de marchés. Donc ça, c'était fait avec la chanvrière notamment qui maîtrise bien les flux de ces matières et qui a pu nous donner les informations nécessaires pour qu'on fasse ce type de graphique-là. Donc on voit bien qu'il y a des échantillons, ils ont été mal qualifiés au départ, mais avec des mesures ad hoc et même très en amont, on va pouvoir les requalifier pour avoir des marchés. Alors marché D, c'est ceux qui ont le plus de valeur ajoutée, donc de requalifier ces fibres-là dans des matériaux plus performants et quelques erreurs, je l'ai dit, aux éléments de ce type-là, qui eux peuvent être requalifiés vers des marchés moins, exigeants en termes de qualité, mais qui font qu'on a moins d'accidents à un moment donné lors de la mise en œuvre du matériau. Donc, c'est la démarche que j'ai présentée plutôt là. Donc, ce qui est clair, c'est que fibre, ça marche, paille, ça marche. La chaîne GOT étant de toute façon extraite des fibres qu'on a mesurées là, l'ensemble du jeu de données qu'on va avoir devrait augmenter la précision des prédictions qu'on peut faire sur le comportement de la matière dans le changement. Donc là, je reboucle simplement là-dessus, c'est que si on considère que le rouissage est en lien direct avec la prise et la qualité des matières qui sont faites dans les matériaux de construction, on va retrouver la même chose. Il faut qu'on puisse consolider les données qu'on a, donc du rouissage au champ, sur l'ensemble des constituants. C'est vraiment toutes les opérations de fractionnement, paille, fibre, chaîne GOT. Ce qui est important, alors en termes de travail, c'est de vraiment bien échanger avec les maillons intermédiaires de la chaîne de valeur, donc les demi-produits, mais également le produit fini. Voilà. Ce qui est également intéressant et important de voir, c'est la variabilité des performances dans les produits finis, parce que là aussi, la technologie ramène de la variabilité, peut aussi gommer des variabilités, donc il faut qu'on connaisse un peu l'impact de l'un sur l'autre. Donc ça, c'est des choses aussi à traiter. Et ce qui est surtout nécessaire, ça c'est dans le cahier des charges en fait,
c'est de bien avoir des mesures rapides, parce que faire de la chimie humide, il faut une semaine pour analyser l'échantillon. Faire de la mécanique, c'est très compliqué et c'est pareil, on a aussi besoin de beaucoup de temps, de minutie et donc de temps de travail de techniciens d'ingénieurs là-dessus. Donc, les mesures rapides, c'est de la spectroscopie, c'est de la mesure de couleur, ce sont des déterminations d'humidité. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont au champ qu'on doit pouvoir réutiliser pour ensuite construire cette OAD. Voilà. Donc, c'est un exposé bref qui donne plutôt l'état d'esprit dans lequel on travaille. Et bon, ça représente beaucoup de boulot. Il y a des collaborations qui datent de plus de 10 ans, notamment avec l'ONTPE, avec l'Université de Bretagne Sud, avec évidemment nos partenaires, donc FRD, avec lesquels on a donc créé un laboratoire partenarial associé, donc INRAE FRD. Et justement, ces OAD font partie des points stratégiques qu'on va étudier. Et puis, évidemment, les industriels qui étaient un chambrière, je pense que vous voyez là. Et puis, Lois, qui était un des partenaires du projet ANR dans lequel nous avions travaillé sur les chaînes votes et la mise en œuvre donc, des matériaux béton de chambre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute et je vais tenter de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Bernard. Il y a déjà une question qui vient d'arriver dans la rubrique QR, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en ai plein, là. Je trouve que c'est passionnant, toute cette nouvelle filière, et donc, enfin, nouvelles qui sont depuis un moment. Donc on aura des questions. Philippe, je pense que c'est à vous maintenant qui êtes le deuxième intervenant. Oui, oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais juste demander à Bernard de… Voilà. C'est bon. Ok, bon. Donc là, je pense que vous devez voir mon écran maintenant. Voilà, et il est en mode diaporama impeccable, tout va bien, donc vous pouvez y aller sans souci. Merci Philippe. Très bien, donc merci Philippe pour cette introduction. Moi, je vais parler en complément de ce qui a été évoqué par Bernard, de ce que nous pouvons faire au niveau du laboratoire de chimie agro-industrielle, qui est donc une unité mixte de recherche entre l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'INRAE. Alors, la petite particularité du laboratoire, je me permets de le préciser ici en préambule, c'est qu'on dispose de 2 sites géographiques distincts. Un premier site basé à Toulouse, où vous avez le gros de l'effectif, qui est un site où la recherche qui y est menée est plutôt une recherche académique. Et on dispose également sur le site de Tarbes, là où moi-même je me trouve, d'une halle de transfert technologique, Agromat, qui dispose d'outils de plus grande dimension, notamment des outils d'extrusion dont je parlerai brièvement tout à l'heure, mais qui permet du même coup d'accompagner les industriels jusqu'à la phase de la pré-série. Brièvement, 4 thématiques de recherche au laboratoire. Une première thématique où on fractionne la biomasse, vous aurez quelques exemples tout à l'heure. Une deuxième thématique où on met en forme des matériaux en bénéficiant notamment des propriétés plastiques de certains biopolymères une fois qu'ils ont été traités par extrusion. Une troisième thématique avec des collègues chimistes qui modifient des biomolécules, notamment pour en faire des additifs à destination des matériaux. Et une quatrième thématique transversale, celle-ci, où des collègues vont étudier l'impact environnemental des procédés qu'on a développés. Alors, on a notamment au niveau de la halle Agromat des outils de plasturgie. Cette halle a été créée en 2007, il y a une quinzaine d'années de ça. L'idée, c'est de montrer qu'à partir de matières issues du végétal, on peut produire des matériaux qui vont agir comme étant des matériaux de substitution au plastique d'origine fossile. Et je vous ai mis ici les principaux outils dont on dispose, des outils de préparation de la matière, avec l'extrusion bivise dont on va reparler très brièvement tout à l'heure, et des outils de mise en forme qui sont, on va dire, des outils classiquement utilisés en plasturgie, mais qu'on met en œuvre dans des conditions bien spécifiques, de façon à s'adapter à la spécificité des biopolymères avec lesquels on travaille. Alors, concernant l'extrusion, donc là, on a, nous, une assez forte expertise sur cette technologie-là, notamment avec 4 outils qui sont de tailles relativement différentes. 3 outils, on va dire, de taille petite à moyenne à Toulouse et un extrudeur de haute capacité sur Tarbes. Donc, on va notamment, en extrusion, rendre thermoplastique
des biopolymères qui ne le sont pas forcément dans leur état natif. C'est le cas notamment des amidons, des protéines, des pectines. On va utiliser bien entendu l'extrusion bivis comme elle est classiquement connue en plasturgie comme étant un moyen de formuler des granulés plastiques en ajoutant une fibre de renforcement à une matrice et éventuellement des additifs. Et on va aussi pouvoir utiliser cet outil d'extrusion comme étant un extracteur liquide solide de biomolécules dont certaines pourront servir d'additifs dans nos formulations plastiques. Donc on a finalement un outil qui est extrêmement versatile et qu'on a très souvent été amené à utiliser pour des applications de bioraffinage, mais aussi pour des applications de formulation d'agromatériaux. Donc là, vous avez un exemple de configuration assez classique de l'extrudeur utilisé pour des applications d'extraction liquide solide. La petite spécificité de cette configuration, c'est la mise en place le plus souvent en avant-dernière position le long du fourreau d'un module filtrant qui permet d'extraire une molécule en continu en ayant la plupart du temps des ratios liquides-solides, c'est-à-dire des volumes de solvant à mettre en œuvre qui sont bien moins importants que ne pourraient l'être ces volumes de solvant si on travaillait en batch. Donc on a beaucoup travaillé notamment sur l'extraction de molécules qui vont servir d'agent de couplage à l'interface entre une matrice et une fibre dans des matériaux composites. De même qu'on a aussi beaucoup travaillé à l'extraction de molécules qui vont servir à plastifier les biopolymères lorsqu'on les met en forme en agromatériaux. Deux exemples de plantes qu'on a beaucoup étudiées au laboratoire, hein, et c'est donc ce sur quoi maintenant je vais davantage parler. Donc une première plante, le tournesol, qui s'explique de par la forte présence de cette culture dans le sud-ouest de la France. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un projet qui vient de se terminer, un projet qui s'est terminé donc au début de l'année 2022. Le projet s'appelle Savasco, donc c'était un Interreg POCTEFA, donc un projet transfrontalier entre la France et l'Espagne. Le chef de file de ce projet, le LMDC, c'est donc le laboratoire matériaux et durabilité des constructions de l'INSA de Toulouse. Et donc ce projet, d'une durée de 2 ans, avait pour objectif de structurer une filière de construction à partir à la fois de tiges de maïs et de tournesol, avec pour nous, laboratoire LCA, une action numéro 3 dont on avait la charge qui consistait à proposer un procédé de fractionnement de ces cannes en 2 fractions, une fraction légère, la moelle, dont on verra tout à l'heure qu'elle est un très bon candidat pour la fabrication de matériaux isolants, et une deuxième fraction beaucoup plus lourde, l'écorce, donc une fraction essentiellement lignocellulosique, que l'on a testée précisément comme alternative aux chènevottes de chanvre dans les bétons végétaux. Donc cette action numéro 3 a consisté en la mise au point d'un procédé qui est un procédé de fractionnement par voie sèche, mettant en jeu des opérations de broyage, de tamisage, d'aspiration et de soufflage principalement. On a surtout en fait joué sur les différences de densité qui existent entre la moelle et l'écorce. Donc ici, vous avez les particules d'écorce qui sont à des densités d'environ 150 à 200 kg du mètre cube, qui ont été incorporés dans des liants minéraux et qui ont permis de fabriquer des bétons d'écorce de tournesol, par analogie au béton de chanvre dont il a été question précédemment. Et puis les granulats de moelle, qui eux pouvaient être obtenus à des puretés supérieures à 96% en masse, disposaient à l'inverse d'une densité extrêmement faible, de l'ordre de 25 à 30 kg du mètre cube. Et grâce à ces fractions de moelle, on a pu développer des panneaux isolants légers d'une densité à peine supérieure à la moelle, hein, puisqu'on est sur des densités qui sont de 35 à 40 kg du mètre cube, et qui sont en définitive de bonnes alternatives aux blocs de polystyrène expansé. Donc, vous avez ici quelques photos des différents matériaux qui ont pu être obtenus. Donc, sur la gauche, un exemple de béton d'écorce de tournesol mis en œuvre d'une manière projetée, avec des analogies de performance à la fois mécanique, hygroscopique, mais également d'isolation thermique comparables au béton de chènevotte
qui a été utilisé comme référence au cours du projet. Et puis à droite, des panneaux isolants pour lesquels on a donc montré qu'on était capable d'atteindre des conductivités thermiques d'à peu près 37 à 38 milliwatts du mètre Kelvin, ce qui en définitive est à peine supérieur aux performances d'isolation d'un polystyrène expansé. Alors là, vous le voyez sur la photo, on a également cherché à tester ces fractions de moelle à différents niveaux de pureté pour voir si la présence d'impuretés d'écorce en proportion plus importante avait ou non un effet négatif sur les performances d'isolation. Et on a montré qu'en définitive, tant qu'on avait une pureté d'au moins 90%, on conservait des conductivités thermiques inférieures à 40 milliwatts du mètre Kelvin, ce qui du même coup est, je dirais, plutôt prometteur pour la suite. Alors ce travail-là, sur les isolants, il continue actuellement. L'idée des travaux actuels étant d'améliorer la tenue à l'eau de ces blocs de façon à faire en sorte qu'ils puissent résister éventuellement à un contact direct avec l'eau, tout en ayant quand même de bonnes propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau. D'une manière générale, c'est l'avantage des isolants végétaux, avantage dont ne dispose évidemment pas le polystyrène expansé, de par son caractère très hydrophobe. Mais on a des résultats actuels qui montrent que tout en augmentant la durabilité de ces blocs, on réussit à maintenir des niveaux de perméabilité à la vapeur d'eau relativement intéressants. Alors, toujours dans le domaine du tournesol, on a quelques collaborations aussi avec des designers, en particulier avec Thomas Vailly, qui a beaucoup travaillé sur des matériaux à base de cannes de tournesol, donc toujours des associations de moelle et d'écorce ou des fractions de moelle et d'écorce séparées l'une de l'autre. Et là, je me permets, vous voyez sur cette diapositive, de vous montrer quelques-uns des exemples de matériaux qui ont pu être développés via cette collaboration avec Thomas Vailly. Donc, on est sur des matériaux qui sont plutôt des matériaux de conditionnement qui mettent à profit la légèreté du polystyrène expansé et donc sa capacité à protéger les objets qui seraient contenus dans ces emballages. Mais on a effectivement tout un panel de matériaux fabriqués avec la moelle qui vont, comme vous le voyez ici, bien au-delà d'une seule utilisation dans le domaine des matériaux de construction. Un autre exemple, beaucoup plus récent, qui est donc un exemple sur lequel on travaille au laboratoire depuis 5 ans, c'est un travail qu'on a mené sur la coriandre. Travail qui a été mené en collaboration avec Ovalie Innovation, qui est une structure de recherche et développement commune aux deux groupes coopératifs Maïsadour et Vivadour. On a donc, il y a quelques années de ça, encadré une thèse de doctorat qui visait à valoriser la plante entière de coriandre, avec un focus premier sur la graine et notamment sur l'huile contenue dans cette graine, qui aujourd'hui est vendue pour des applications en cosmétique et en nutraceutique. À ce titre-là, d'ailleurs, Ovalie Innovation a créé une filiale, la filiale Sobiotech, qui aujourd'hui vend cette huile de coriandre pour des applications en cosmétique et en nutraceutique. Mais en parallèle, on a aussi regardé ce qu'il était possible de faire durant cette thèse avec le coproduit de la culture de la coriandre, à savoir la paille, qui représente à peu près 80% de la masse de la partie aérienne de la plante. Et vous le verrez dans la diapositive suivante, on a aussi utilisé cette paille en mélange avec les protéines de la graine qui restent à l'issue de l'extraction de l'huile et qu'on a utilisé comme un liant naturel pour fabriquer différents matériaux, et en particulier des panneaux de fibres. Donc ces panneaux de fibres que vous voyez en haut à gauche de la photo, que vous avez sur la diapositive, ce sont des panneaux qui associent les fibres de la paille en guise de renfort mécanique avec les protéines de la graine en guise de liant naturel. L'idée de ces panneaux, c'est de les utiliser comme des alternatives aux panneaux de bois collés. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est avec ces matériaux sur des contraintes à la flexion qui sont de l'ordre de 35 à 40 mégapascales. Et on a aussi et surtout affaire à des matériaux qui sont exempts de toute résine à base de formaldéhyde et qui du même coup n'émettent pas de formaldéhyde au cours de leur usage, avec donc un très net avantage à la fois sur l'environnement, mais aussi et surtout sur la santé humaine.
À partir de cette même paille de coriandre, on a également développé des blocs isolants. Cette paille ayant d'abord été extrudée pour favoriser son foisonnement et permettre au bloc d'avoir des conductivités thermiques les plus faibles possibles. Et puis, on a également créé des matériaux sandwich qui associent sur les deux faces extérieures le panneau de fibre, de même qu'un bloc isolant au cœur du matériau avec des propriétés qui sont à la fois d'isolation thermique, mais aussi de barrière à la vapeur d'eau, ce qui ferait de ces matériaux de bons candidats pour une utilisation dans les constructions en bois. Voilà. Et puis quelques autres exemples de matériaux où là, on était plutôt sur des composites à matrice thermoplastique classique, hein, où on a testé la performance de la paille de coriandre transformée en une farine comme étant un substitut, une alternative aux farines commerciales de bois. Et on a pu montrer que cette paille de coriandre avait effectivement un effet de renforcement équivalent à celui d'une farine de bois, avec une possibilité d'un recyclage jusqu'à au moins 5 fois et un très bon comportement, y compris après vieillissement UV ou vieillissement hygrothermique. Donc aujourd'hui, Sobiotech, la filiale d'Ovalie Innovation, exploite le procédé de fractionnement de la graine en un tourteau et une huile, l'huile étant déjà disponible sur le marché, mais Ovalie Innovation et Sobiotech ont bien entendu cette volonté d'intégrer le marché des matériaux de construction, notamment avec une mise sur le marché la plus rapide possible des panneaux de fibre. Voilà, pour terminer, alors quelques mots. Alors nous, LCA, sommes laboratoire académique, on est rattaché donc à l'École nationale des ingénieurs chimistes de Toulouse, l'ENSIA 7. Donc on a l'occasion de proposer des cours magistraux sur l'agroplasturgie aux élèves ingénieurs de l'ENSIA 7. Et puis moi-même étant basé à Toulouse, j'interviens également pour quelques enseignements alors auprès d'élèves de licence pro à l'IUT de Tarbes et puis également auprès d'élèves ingénieurs de l'ENI de Tarbes, notamment ceux qui sont dans l'option génie des matériaux. On a l'habitude également d'accueillir beaucoup de ces étudiants pour des TP, de façon à leur faire découvrir les techniques de l'agroplasturgie, mais aussi et surtout les matières que l'on utilise pour fabriquer ce type de matériaux qui sont assez originales. Et bien souvent, on a l'occasion d'accueillir un certain nombre de stagiaires, alors plutôt des stagiaires de type master de recherche, ces stagiaires d'aujourd'hui pouvant être les doctorants de demain. Une dernière diapositive en conclusion. Donc, Agromat, c'est vraiment un outil de démonstration à l'échelle 1 qui fabrique des matériaux autant que possible 100% d'origine naturelle, mais avec cette volonté de monter en échelle, donc de montrer aux entreprises qu'on accompagne que ces procédés qu'on peut développer au début à petite échelle, ils sont robustes, y compris sur des outils de haute capacité. Donc, on est sur des TRL qui sont généralement compris entre 5 et 7. Et sachez-le, le cas échéant, on peut aussi être amené à réaliser des pré-séries qui sont, on va dire, de l'ordre de 1000 pièces par jour. Ça dépend évidemment des techniques de mise en forme que l'on met en œuvre. Mais l'idée de la pré-série, c'est pour l'industriel de tester un marché, de s'assurer que les produits qu'il a développés via les collaborations avec le laboratoire ont un vrai avenir sur le marché. Et du même coup, ces pré-séries, elles évitent à l'industriel d'investir dans une technologie très coûteuse trop tôt, de tester le marché. Et lorsque le marché est bien présent, eh bien à ce moment-là, l'industriel est libre de voler de ses propres ailes et d'acquérir lui-même les outils d'extrusion ou de mise en forme que j'ai évoqués précédemment. Donc voilà pour cette présentation brève, elle aussi. N'hésitez donc surtout pas à me poser des questions si vous souhaitez que j'insiste sur d'autres points. Merci beaucoup. Les questions arrivent, mais le temps aussi passe vite, comme vous le voyez. Donc, Nicolas, du coup, donc, dernière intervention, donc continuez à poser vos questions. Hein. Nicolas, merci c'est bon, c'est prêt, c'est en ligne. Vous pouvez y aller. Vous mettez votre son surtout pour pouvoir. Oui. Voilà. Voilà. Bien, merci. Donc, je fais partie du réseau français de la construction de paille. Alors voilà. Donc, je vais
parler de l'éco-conception et dans l'éco-construction au niveau des matériaux. On est depuis longtemps, donc, la construction écologique utilise des matériaux premiers, c'est-à-dire l'idée de matériaux locaux facilement et fortement disponibles. En, avec le souci d'éviter la concurrence d'usage et la surconsommation de la ressource, parce que sinon, on ne fait plus de l'éco-construction ni de l'éco-conception. C'est l'idée de sélectionner le bon matériau pour le bon usage. Ce sont des choses importantes et que mes collègues, enfin les intervenants de tout à l'heure ont souligné, hein, c'est-à-dire qu'il y a, en fonction des qualités du matériau, on va lui donner le meilleur usage. Minimiser l'impact de la transformation et de l'utilisation, ça je vous expliquerai après au niveau de la paille quels choix ont été faits. Et surtout, à mon sens, quelque chose qui est très important parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup d'industries, de fabricants s'orientent vers les matières végétales. Et je pense qu'il y a un sujet qui est important pour éviter d'utiliser ces matériaux végétaux n'importe comment dans tous les sens, de vraiment optimiser l'usage de ces matériaux en fonction de leurs caractéristiques. Alors, les matériaux premiers dans la construction, ils sont utilisés depuis très longtemps, hein, depuis les premières constructions humaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui avec, avec l'environnement de l'habitat que l'on a. Donc, le bois, effectivement, tous les coproduits agricoles sur lesquels je vais m'attarder un peu plus, donc les tiges, céréales, maïs, tournesol, soja, roseau, les balles de grains aussi, tournesol, riz, épeautre, rafles de maïs, etc. L'argile, la pierre. Donc, la paille, la paille et les balles de grains ont un des meilleurs bilans environnementaux des matériaux de construction équivalents aujourd'hui. On confère des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui ont été publiées, que vous pouvez découvrir sur la base de données IGNES des matériaux. L'intérêt, c'est que surtout la paille est disponible sur pratiquement tout le territoire, donc ça en fait vraiment un matériau local, donc avec peu de transport, qui a un impact fort sur, vous le savez, les qualités environnementales des matériaux. Pour information, 10% de la ressource est encore de paille, mais même de paille de blé, je devrais dire, pour construire 70% des logements chaque année, hein, en termes d'isolants. Donc, on voit qu'on a une ressource très disponible localement et on ne va pas ponctionner une part très importante de la ressource pour pouvoir construire des logements. Et performante donc pour le confort d'hiver, le confort d'été, la gestion de l'hygrométrie. Donc, on n'utilise pas la paille parce qu'elle est abondante et qu'il n'en faut pas beaucoup pour construire des logements. On l'utilise parce qu'elle a des qualités qui en font un formidable isolant pour l'habitat. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché? Alors, initialement, on a surtout la botte de paille. Pourquoi? Eh bien, parce que il faut savoir que c'est en 1880 au Nebraska que les premières maisons en botte de paille ont été construites. C'est la paille porteuse même, c'est-à-dire qu'on mettait des blocs de paille les uns sur les autres. On venait mettre le toit qui faisait la compression dessus et on enduisait les murs. Donc, 1880, les premières constructions en paille, même si la paille a été utilisée dans des torchis depuis bien avant longtemps que ça. L'intérêt de la botte de paille, c'est qu'en fait, on l'utilise telle qu'elle a été produite dans le champ, donc il n'y a pas de transformation. On contrôle simplement quelques vérifications techniques sur sa densité et son hygrométrie pour avoir un matériau valide pour la construction. Donc, on voit là qu'on a très peu de transformation. C'est pourquoi, d'ailleurs, le bilan de la construction en botte de paille est un des meilleurs bilans environnementaux. La balle vrac, ce sont là les balles de grains, donc tournesol, épeautre, riz, qui sont disponibles en grande quantité, notamment pour le tournesol et le riz, et qui peuvent être utilisées soit telles quelles en vrac, soit dans des bétons allégés, pourquoi pas. Elles ont des caractéristiques intéressantes sur le feu et sur l'eau qui peuvent les orienter vers des usages particuliers dans le bâtiment. Récemment, le panneau de paille, là c'est un panneau
qui est en cours de développement par une petite entreprise en France et qui a un intérêt parce que justement par rapport à la botte, on a des dimensions différentes qui peuvent amener des usages différents. Et la paille hachée existe depuis longtemps pour notamment la nutrition animale, le paillage, etc. Mais il y a maintenant le développement de la paille hachée pour le bâtiment. Donc, quelles sont les caractéristiques? La botte de paille, l'avantage, c'est, comme je l'ai dit, pas de transformation supplémentaire, donc un très faible impact environnemental, puisque, on le sait, les transformations, plus il y a de transformations de matériaux, plus il y a d'impact, parce qu'il faut de l'énergie en général pour transformer les matériaux. Mais par contre, on doit adapter le système constructif, c'est-à-dire que l'utilisation de bottes de paille amène des ossatures particulières, des constructions particulières qui font que ça freine un peu ce développement dans le marché de la construction. Les balles de céréales, il n'y a pas de transformation supplémentaire puisque on extrait le grain et puis après on a les balles disponibles. Comme si on l'utilise en vrac, il n'y a pas d'adaptation du système constructif particulier. On peut l'utiliser dans tout type de plancher, par exemple. Le panneau de paille, lui, c'est une transformation par un processus existant. En fait, ce sont comme des tatamis. Ce sont des machines qui tissent les pailles entre elles. Et donc, c'est un processus qui existe déjà, qui est un processus mécanique assez simple. Et là, on adapte le système constructif en fonction du panneau ou pas. Ça dépend en fait des usages. Il y a des nouveaux systèmes constructifs avec ce panneau où on peut très bien l'utiliser comme on va utiliser un panneau de polystyrène, par exemple, pour faire de l'isolation thermique par l'extérieur, par exemple. Et la paille hachée, donc comme je l'ai dit, ça existe déjà, ce sont des usines qui existent déjà. Simplement, pour faire de la paille hachée pour la construction, on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de processus existant de paille hachée. Il faut quand même caractériser cette paille hachée et donc la défibrer d'une certaine manière pour obtenir notamment la granulométrie nécessaire. Et l'intérêt de la paille hachée, c'est que à ce moment-là, elle va remplacer tous les isolants vrac que l'on peut connaître, comme la ouate de cellulose, par exemple, il n'y aura pas d'adaptation du système constructif, on pourra s'insérer dans un système constructif existant. Il y a d'autres produits qui ne sont pas vraiment très commercialisés en France, qui existent à l'étranger. Un OSB à base de paille, un panneau de paille, donc voilà, qui peut être contre-ventant notamment. Un panneau de paille comprimé aussi qui existe, mais qui sont très peu développés pour l'instant en France commercialement et qui ne sont pas fabriqués en France de toute façon, contrairement aux autres produits dont je vous ai parlé. Donc, on m'a demandé de parler un peu des freins aussi de l'utilisation de ces matériaux. Bon, il y a effectivement le lobbying des concurrents qui, comme d'habitude, on n'est pas différent des autres marchés de construction, qui ralentissent gentiment l'utilisation des matériaux biosourcés par du lobbying. Et puis, ils ont une force de frappe pour l'imaginaire qui est beaucoup plus forte que celle des biosourcés. La réglementation est un frein aussi, même s'il y a une forte évolution avec la nouvelle réglementation thermique 2020, mais qui, encore, malgré tout, ne prend pas en compte toutes les caractéristiques de ces matériaux, notamment au niveau de la gestion de l'hygrométrie. Encore aujourd'hui, le moteur de calcul réglementaire thermique ne prend pas en compte toutes les caractéristiques favorables de ces matériaux. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et sur le confort et sur l'ambiance aussi. L'autre frein, c'est la formation des professionnels, surtout si on a une évolution des systèmes constructifs, c'est-à-dire si les nouveaux matériaux amènent un changement dans les systèmes constructifs, il va falloir former de nombreux professionnels de la construction, et c'est beaucoup de travail et c'est très long parce que, comme dans beaucoup de domaines, les acteurs de la construction qui ont des habitudes et des fonctionnements en changent difficilement.
et un imaginaire collectif a changé. Et ça, ce n'est pas le moindre, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. C'est un imaginaire collectif sur la durabilité de ces matériaux. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, enfin, ce qu'imaginent souvent les gens, et nous, on nous renvoie souvent dans la paille l'histoire des trois petits cochons, vous savez, encore aujourd'hui. Pour information, les trois petits cochons, c'était un outil marketing à l'époque. D'accord, ça a été développé pour faire du marketing et du lobbying par les fabricants de briques ou autres. Et puisqu'en 1880 aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, il y avait des maisons en bottes de paille qui étaient construites. Cet imaginaire-là, il est difficile à changer vraiment. Hein. Et alors que ces matériaux-là ont prouvé leur durabilité, notamment en France, on a la chance d'avoir la maison Feuillette à Montargis, qui a été construite par l'ingénieur Feuillette en 1920-21. On a un article sur Science et Vie en 1921 qui dit notamment que ce sont des maisons chaudes en hiver et fraîches en été. Donc, on a 100 ans de recul là sur une maison en France, dans un climat donc français, et on voit que la paille n'a pas bougé dans cette maison. Donc, voilà, un gros travail sur l'imaginaire collectif. Donc, ce que je voulais en résumer, nous, dans la construction en paille, ce qu'on défend surtout, c'est la plus faible transformation possible si on veut vraiment décarboner le bâtiment. Donc, moi, je parle du bâtiment, hein, je ne parle pas d'autres secteurs dont parlaient mes prédécesseurs, hein, où effectivement, il y a un besoin de plus grande transformation des matériaux quelquefois. Nous, dans le bâtiment, on peut souvent, avec peu de transformation, obtenir des matériaux largement suffisants pour la construction et donc qui évitent d'avoir un impact environnemental trop important des bâtiments. Voilà, je vais essayer de faire court. J'espère que ça... S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, il y a des questions, mais Philippe, ne vous inquiétez pas, on n'est jamais en retard. Mais donc, il y a une première question. Donc là, Philippe n'y a pas répondu parce qu'elle concerne Bernard, puisqu'elle porte sur le rouissage du chanvre. Lors du rouissage sur le champ, est-ce fait par des micro-organismes du sol, de la plante ou introduit artificiellement? Est-ce que cela changerait la qualité des fibres s'il y avait des apports extérieurs de micro-organismes? Alors effectivement, oui, le rouissage, c'est un mécanisme qui implique les micro-organismes du sol, mais pas seulement eux. Il y a également finalement ceux qui sont déjà présents sur la plante au moment où on la coupe, où elle va être justement couchée au sol. Et il y a une dynamique en fait de croissance microbienne qui se met en place et qui arrive au résultat du rouissage qu'on connaît là. Donc ça, on a eu un projet, on a étudié ça pendant 4 ans, donc pour voir un peu l'évolution des populations microbiennes. Et clairement, c'est défendant à la fois du climat, donc l'humidité, l'ensoleillement, la présence de soleil, également en moindre mesure la qualité des sols, mais bon, il y a une dynamique de micro-organismes quand même à suivre et qui serait intéressant à regarder. Alors pourquoi? Parce que on peut pas mettre, si on veut s'affranchir du rouissage au champ, en fait, il faut utiliser les enzymes qui sont produites par ces micro-organismes et surtout être capable de reconstituer les conditions dans lesquelles ces micro-organismes fonctionnent. Les enzymes, on les a. Par contre, il y a des éléments visiblement qu'on ne maîtrise pas complètement si on fait juste de la biotechnologie, si on fait une approche de biotech, donc par utilisation d'enzymes, micro-organismes. Et ça, c'est encore un élément de recherche à travailler pour reproduire au mieux et le plus proche possible le phénomène naturel. Il y a encore des incertitudes. Bon, ça marche, hein, les enzymes, les réacteurs, ça marche, mais c'est moins bon finalement que ce que la nature met en place. Voilà. Merci. Alors, bon, il y a une autre question qui arrive, mais je vais reprendre un peu les questions auxquelles a répondu Philippe en élargissant un peu parce que il y avait une question sur le prix de revient des biomatériaux, peut-être, et puis par rapport à ce qu'a dit Nicolas aussi. Donc, il y a une question de volume produit qui fait que le coût reste encore élevé. Mais il y a peut-être aussi, comme le disait Nicolas, des questions d'ultra-transformation, comme on dit dans l'alimentation aujourd'hui, qui peut-être n'est pas toujours nécessaire.
Et au-delà de ça, en gros, comment se développe en termes de marché du coup, est-ce que vous avez des idées, bon, vous n'êtes pas économiste, mais est-ce que vous avez des idées sur en gros, le taux de croissance des différents marchés de ces biomatériaux en particulier en distinguant peut-être bois, géoressources comme l'argile ou bioressources. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur là-dessus ou pas? Dans les bâtiments, vous voulez dire? Oui, plutôt dans le bâtiment, on va dire. Oui. Des ordres de grandeur. La Terre aujourd'hui, les géoressources sont quand même encore anecdotiques par rapport au marché du bâtiment. Par contre, le bois et les isolants biosourcés sont aujourd'hui aux alentours entre 10 et 15% du marché. Hein. Alors, il faut savoir que sur le bois, pour la construction bois, si on veut conserver, justement, il y a une notion de ressources. Pour moi, c'est hyper important et je suis content de voir que les chercheurs réfléchissent bien à ça quand même. C'est-à-dire que il y a une tendance en ce moment, et le marché n'est pas vertueux dans ce sens-là, à aller consommer les ressources végétales. On y va, on sort du pétrole, il faut consommer de la ressource végétale. Et on va peut-être surutiliser la ressource végétale et c'est un problème. Deux points. Sur le bois, certains considèrent que la construction bois, quand elle arrivera à 1/3 du marché, sera dans l'optimum par rapport au renouvellement de la ressource. D'accord? Donc voilà, ça veut dire qu'il faudra trouver d'autres matériaux pour les autres constructions. La deuxième, c'est une remarque sur la ressource, c'est que, par exemple, la paille, si on l'utilise pour faire de l'énergie, et il y a des usines de production énergétique qui fonctionnent à la paille, mais c'est 40 fois moins intéressant environnementalement que si on l'utilise comme isolant. Donc, il y a vraiment une question importante et où j'aimerais bien que tous les scientifiques s'accrochent à ça et induisent un bon comportement du marché, de ne pas utiliser les ressources végétales à n'importe quelle sauce. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans parce qu'on voit qu'il peut, et notamment l'énergie, hein, je crois que c'est la grosse question. L'énergie pourrait consommer toutes les ressources végétales et si par ailleurs on ne fait pas au contraire des économies d'énergie. Merci. Philippe ou Bernard, vous avez des compléments à ajouter sur ce sujet-là? Oui, alors. Pardon. Ouais. Moi, je souscris totalement. Il ne faut pas tout utiliser pour faire tous les produits divers et variés. Et c'est bien la logique qu'on a dans l'approche avec donc le LPA, donc FRD et la Chambrière, c'est de bien identifier les marchés et quelles sont les caractéristiques nécessaires pour que la fonction soit remplie. Après, tout ce qui est substitution reste toujours compliqué parce qu'il faut des compromis quelque part, quoi. Donc là, c'est vrai, on retombe comment on fait ces compromis sur quoi. Et là aussi, on a besoin, je pense, de beaucoup d'informations et d'outils d'aider à la décision pour savoir comment orienter finalement les matières, les fractions, etc. Voilà. Juste pour compléter, bon, il a été évoqué ce besoin ou du moins cette envie de moins raffiner les matières. Alors, moi, je souscris complètement à cette analyse. Hein. On n'a pas forcément besoin de raffiner autant les matières qu'on a l'habitude de le faire avec les matériaux d'origine fossile. On a été habitué avec les matériaux d'origine fossile à utiliser des polymères qui étaient dans un état pur ou quasi pur. Nous, on ne va pas jusqu'au stade du raffinage ultime. Ça coûte moins cher en préparation de la matière première et puis même dans certains cas, et ça fait écho à l'une des questions qui a été posée, on peut, dans les matières qu'on transforme, avoir des constituants qui vont jouer le rôle d'un liant. Je pense notamment au bloc isolant à base de moelle que j'ai évoqué. Dans la moelle, vous avez une fraction de pectine assez importante. Et ces pectines, quand vous savez correctement les mobiliser au moment de la mise en forme, vous pouvez les utiliser comme un liant naturel qui va, en définitive, coller les particules entre elles. Alors, avec des performances d'isolation à la fin qui sont un petit peu moins bonnes que lorsqu'on rajoute un liant exogène, mais
l'idée de trop raffiner, c'est quelque chose que nous, du côté des laboratoires académiques, avons complètement oublié depuis pas mal d'années. Et puis alors après, bon, il y a aussi un aspect qui fait écho à ce que Nicolas et Bernard ont dit, c'est que d'abord, la ressource agricole, il faut qu'elle continue de servir à nourrir les hommes. La fonction première de l'agriculteur, c'est quand même de produire des aliments. Et donc, autant que possible, il faut utiliser les coproduits de la culture d'un aliment sans que ça ne crée des tensions sur le marché de l'alimentaire à proprement parler. Et à ce titre-là, les cannes de tournesol et de maïs répondent assez bien à cette problématique. Alors, il y a quand même aussi cette question de la quantité de matière organique qu'on doit laisser au sol, hein. Donc, il y a quelques années de ça, l'ADEME avait sorti donc une étude qui traitait notamment des cas spécifiques du maïs et du tournesol, où il était dit que qu'au mieux, il ne fallait pas prélever plus de 50% du poids de la partie aérienne de la plante, autre que les grains du sol. Ça, je pense que c'est un paramètre important. Donc, ça peut aussi se faire en faisant tourner les parcelles d'une récolte à une autre. Mais il faut quand même aussi avoir conscience de ces enjeux-là pour qu'effectivement les avantages que l'on pourrait avoir du côté de matériaux biosourcés ne deviennent pas des inconvénients vis-à-vis éventuellement d'un appauvrissement en matière organique des sols. Merci. Effectivement, donc, cette question posée par Françoise, moi, je voulais compléter un peu en question. Est-ce que, du coup, vous avez des liens les uns et les autres, alors peut-être plus Philippe et Bernard, avec les agronomes, dans le sens où peut-être sur le chanvre, les questions de pratique, est-ce que, comment dire, il y a la variabilité du produit brut est liée certainement aux pratiques et puis à la nature du sol, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a un travail entre les technologues et de la transformation et les agronomes? Et puis, Philippe, peut-être aussi sur voilà, le travail en amont sur l'importance des pratiques agricoles pour la qualité des produits biosourcés. Oui, alors, tout à fait, puisque j'ai vu dans les participants, il y avait Laurent Bleuze, qui a quand même eu une médaille de l'Académie d'agriculture, donc c'est un travail qu'il a fait sur le ruissage et qui a été fait c'est un projet qui a été mené donc aussi par les collègues agronomes du laboratoire. Donc nous, on fait bien le lien entre ce qui se passe au champ et finalement la qualité de la matière qu'on va utiliser derrière. Donc, ce que j'ai mis là, c'est comme des résultats principalement sur les fibres à finalité de plasturgie. Alors, je ne vais pas insister sur la plasturgie, mais on voit bien que sur le côté bâtiment, le problème est exactement le même. Donc, on ne peut pas s'affranchir de l'origine de la matière, comment elle a été produite, et surtout des conséquences de sa mobilisation lorsqu'on l'exporte du champ. Tout est lié. Et l'approche de bioéconomie, c'est bien ça, c'est regarder tous les éléments, l'interaction qu'il y a entre tous ces éléments et trouver les bons compromis à faire. Par exemple, une étape peut être très mauvaise finalement pour différents critères, mais elle est indispensable et c'est ce qui va être derrière cette étape de transformation qui peut être très positif. Donc, il faut alterner tous ces trucs-là et là, on a un champ de recherche qui est considérable et on est obligé de le faire aussi avec les applicateurs et les industriels, c'est clair. Ouais. Et donc, en complément de ce qui vient d'être dit, on a, nous, au niveau du LCA, des collaborations avec le ELI-PME, qui est un laboratoire INRAE du centre de Toulouse, avec lequel on va d'ailleurs bientôt commencer un projet européen, un projet Horizon Europe, dont la fonction première est de faire de la sélection variétale de tournesol résistant davantage au stress hydrique. Et nous-mêmes faisons partie de ce projet pour justement voir si cette variabilité des variétés de tournesol ne pourrait pas générer de nouvelles utilisations autres qu'alimentaires pour les tourteaux de la graine, mais également les coproduits de la culture que sont les têtes et les tiges. Donc on a quand même spécifiquement sur le volet tournesol, nous au niveau du LCA, des liens très fréquents avec nos collègues agronomes qui nous apportent de nouvelles variétés et qui, du même coup, peuvent être ces variétés-là des sources de nouveaux matériaux qui n'existent pas encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est 14 heures. Peut-être, Nicolas, il y a un autoconstructeur parmi les participants qui disait le principal frein de la paille est aussi le IMDA ou lambda, je ne sais pas, je ne connais pas cette expression.
Ah, on vous entend pas là, Nicolas, vous n'avez pas mis votre son. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, ça serait trop long à expliquer. D'accord. C'est pas ça le plus gros frein. Ça peut être un frein, mais c'est vraiment pas du tout le plus gros frein. Voilà. Mais bon, on n'a pas le temps. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était passionnant, mais à chaque fois trop court, effectivement. Mais c'est le concept de ces webinaires pour pouvoir ensuite être réutilisé, en particulier en formation et dans le développement. Et donc, la semaine prochaine, on abordera sur la thématique biodiversité la valeur économique de la biodiversité. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt et à la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent. Au revoir et merci encore. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir.